Savez-vous que certains des faits les plus surprenants et intéressants sur des acteurs célèbres ne sont apparus qu'après leur mort? De la vie amoureuse surprenante de Marlon Brando à David Cassidy, qui a menti à sa famille et au public en disant qu'il avait la démence, voici 25 acteurs et les choses surprenantes que nous avons apprises à leur sujet après leur décès. Clark Gable. Clark Gable, connu sous le nom de The King of Hollywood, est décédé le 16 novembre 1960 à l'âge de 59 ans d'une crise cardiaque. Sa mort soudaine a marqué la fin d'une époque pour l'âge d'or d'Hollywood. L'ascension de Gable vers la célébrité a commencé au début des années 1930, faisant rapidement de lui l'une des stars les plus rentables d'Hollywood. Il a remporté un Oscar du meilleur acteur pour son rôle emblématique dans New York, Miami. Après sa mort, plusieurs aspects de la vie personnelle de Gable ont été révélés, notamment la révélation de sa fille, Judy Lewis, née d'une liaison avec l'actrice Loretta Young. Young et Gable étaient co-stars dans le film de 1935, L'Appel de la forêt. Dans sa biographie autorisée, Forever Young, The Life, Loves and Enduring Faith of a Hollywood Legend, publiée peu après sa mort, Young a admis que Judy Lewis a été conçue avec Gable. Elle a expliqué qu'elle a quitté la vie publique et adopté Judy après avoir secrètement accouché. Plus tard, Judy Lewis a publié ses soupçons sur la paternité de Gable dans son livre Uncommon Knowledge. Bien que sa mère n'ait jamais confirmé la rumeur, quand Judy avait 31 ans, elle a confronté Young, qui a alors révélé la vérité sur le père de Judy. Marlon Brando. Marlon Brando est décédé le 1er juillet 2004 à l'âge de 80 ans. Il est mort d'une insuffisance respiratoire, causée par une fibrose pulmonaire avec insuffisance cardiaque congestive. La mort de Brando a marqué la fin d'une époque, mais elle a aussi ouvert la porte à des révélations sur sa vie privée. L'acteur légendaire était ouvert sur sa sexualité au sommet de sa renommée, faisant référence à des expériences homosexuelles et confirmant en grande partie qu'il était bisexuel à une époque où l'homophobie était omniprésente. Cependant, ce n'est qu'en 2018, 14 ans après la mort de Brando, que le monde a appris qu'il avait, à un moment donné, couché avec un autre des hommes de tête de l'époque, le comédien Richard Pryor. La révélation surprenante a été dévoilée lors d'une interview de Vulture avec le producteur et musicien Quincy Jones. Il a dit qu'il avait couché avec Richard Pryor. James Baldwin et Marvin Gaye ont également été mentionnés. L'interview est rapidement devenue virale, avec des fans et des internautes cherchant à confirmer que l'affirmation inattendue et non vérifiée de Jones était vraie. Bien que la fille de Pryor ait initialement rejeté la revendication, l'affaire a été plus tard confirmée par la veuve de Pryor, Jennifer. Elle a dit à TMZ que son défunt mari avait toujours été ouvert sur sa bisexualité avec ses amis et ne serait pas honteux que la relation soit révélée publiquement. Elle a également dit que Brando avait écrit sur ses relations avec des hommes de manière détaillée dans des journaux, dont le contenu aurait été exploré dans le livre de 2019 The Richard Pryor Diaries, pour lequel Lee a écrit une préface. Robin Williams. Robin Williams est décédé en 2014 d'une manière profondément inhabituelle, laissant ses collègues et fans le cœur brisé. Connu pour ses numéros classiques de stand-up, ses émissions télévisées comme Mork and Mindy et des films acclamés tels que Good Morning Vietnam, qui lui a valu une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur, Williams a eu une carrière remarquable qui s'est étendue sur des décennies. Dans les coulisses, Williams s'était ouvert sur sa lutte de toute une vie contre la dépression, l'alcoolisme et la toxicomanie, qui ont considérablement affecté sa vie personnelle. Après sa mort à l'âge de 63 ans, il y a eu beaucoup de spéculations sur la cause, beaucoup l'attribuant à ses luttes connues avec la santé mentale et la toxicomanie. Cependant, l'autopsie de Robin Williams a révélé une vérité plus troublante. Il souffrait de la démence à corps de Lewy, une maladie cérébrale rare qui provoque de graves changements d'humeur et un déclin cognitif. Cette révélation a été faite par sa femme, qui a précisé « Ce n'est pas la dépression qui a tué Robin. La dépression était l'un des, disons, 50 symptômes et c'était un petit. » Elle a expliqué en outre que la présence des corps de Lewy dans tout son cerveau et son tronc cérébral était la cause principale de sa mort. Un fait qui était précédemment inconnu du public. Bob Crane. Bob Crane, surtout connu pour son rôle de Colonel Hogan dans la populaire série télévisée Les Héros de Hogan, a été brutalement assassiné le 29 juin 1978 à l'âge de 49 ans dans son appartement de Scottsdale, en Arizona. Selon le New York Times, il a été frappé avec un objet contondant et avait un cordon électrique entouré autour de son cou. Les enquêteurs ont découvert de nombreuses photos Polaroid et des films pornographiques maison parmi les affaires de Crane, révélant Eddie E. Indy Candy
révélant un aspect de sa vie centré sur le porno. Le Daily Mail a rapporté que sa loge était remplie de tel matériel. Richard Dawson, un co-star, se souvenait avoir vu des cassettes vidéo et un livre Polaroid disant « Hé, entre, tu veux jeter un coup d'œil à ça ?» Sa deuxième femme, l'actrice Sorel Valdez, a déclaré à ABC News « Dès presque le premier jour sur le plateau, il m'a dit que son hobby était la photographie. Je ne pensais pas que c'était du paysage. » Valdez a ajouté que Crane utilisait des femmes dans sa photographie, exprimant le désir de les faire tomber à travers le sol et de disparaître. Crane partageait ses exploits avec le vendeur d'électronique John Carpenter, qui est devenu le principal suspect. Son fils, Robert, a révélé qu'à 16 ans, il avait été témoin des activités sexuelles de son père, avec une femme arrêtée pour avoir pratiqué une fellation. L'enquête a finalement conduit à l'arrestation et à la condamnation de John Henry Carpenter, un ancien ami reconnu coupable du meurtre de Crane en 1994. Anthony Perkins. Anthony Perkins était surtout connu pour son rôle nommé aux Oscars dans l'extravagante Persuasion et comme Norman Bates dans la série Psychose d'Alfred Hitchcock. Il est décédé le 12 septembre 1992, à l'âge de 60 ans, des suites de complications liées au sida, un fait révélé par sa veuve, Barry Berenson, seulement après sa mort. Perkins a mené une vie calme et discrète jusqu'à ses 30 ans, s'engageant exclusivement dans des relations avec des hommes, y compris Rock Hudson et Tab Hunter. À 39 ans, il a commencé une liaison avec Victoria Principal et a ensuite épousé la photographe Barbara Berenson à 41 ans en 1992. Malgré son personnage public, Perkins luttait en privé contre sa maladie. 2 ans avant sa mort, il recevait secrètement un traitement pour le sida sous divers pseudonymes pour cacher sa condition au monde extérieur. Sa femme, Barry, a partagé « Il est allé 2 fois à l'hôpital pour y séjourner, et 1 fois en tant que patient externe, et nous y sommes allés sous un autre nom. » Elle a réfléchi à sa lutte cachée, en disant « On pense que cet homme a passé sa vie entière à donner tant de plaisir aux gens dans le monde du spectacle, et c'est sa récompense. Il ne peut même pas être lui-même à la fin. » Dans une déclaration préparée après sa mort, Perkins a expliqué sa discrétion en disant « J'ai choisi de ne pas rendre publique ma maladie du sida parce que, pour paraphraser Casablanca, je ne suis pas vraiment une personne noble. Mais il ne faut pas beaucoup pour voir que les problèmes d'un vieil acteur ne valent pas une montagne de haricots dans ce monde fou. » David Cassidy. David Cassidy, surtout connu pour son rôle dans The Partridge Family, est décédé le 21 novembre 2017, à l'âge de 67 ans. Des suites de complications liées à une insuffisance hépatique, aggravée par un abus d'alcool moins d'1 an avant sa mort. Après une performance à Agua Hills, Californie, Cassidy a eu du mal à se rappeler des paroles de chansons et est tombé de la scène. Il a publiquement annoncé qu'il vivait avec la démence et prenait sa retraite de la scène, citant des antécédents familiaux de la maladie. Cependant, il a été révélé plus tard que Cassidy n'avait jamais été diagnostiqué avec la démence. Dans le documentaire David Cassidy, The Last Session, Cassidy a admis qu'il luttait contre une maladie du foie causée par une intoxication alcoolique. Il a avoué « Il n'y a aucun signe de démence à ce stade de ma vie. C'était un empoisonnement complet à l'alcool et en fait, j'ai menti sur ma consommation d'alcool. » Il avait trompé sa famille au sujet de son alcoolisme. Sarah Lena Winefield, la coproductrice du documentaire, a déclaré « Nous ne voulions pas l'exploiter, mais au final, il a été honnête sur ce qui l'a tué. Et nous avons décidé que son héritage serait mieux servi si nous partagions cela. » Audrey Hepburn. Le parcours d'Audrey Hepburn vers la célébrité a commencé au début des années 1950 lorsque la romancière Colette l'a découverte et a insisté pour qu'elle joue le rôle principal dans l'adaptation de son roman Gigi à Broadway. Ce rôle crucial a attiré l'attention d'Hollywood, conduisant à son casting dans le film Vacances romaines, où son interprétation de la princesse Anne lui a valu un Oscar de la meilleure actrice. Dans ces dernières années, Hepburn est devenue une militante de premier plan pour l'UNICEF, se consacrant au travail humanitaire. Elle est décédée le 20 janvier 1993, à l'âge de 63 ans, d'un cancer de l'appendice, une forme rare qui prend naissance dans l'appendice. Au-delà de sa carrière d'actrice, peu savaient que Hepburn utilisait ses talents pour le plus grand bien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle vivait aux Pays-Bas, elle a soutenu la résistance néerlandaise contre l'occupation allemande. Elle se produisait lors de spectacles nocturnes clandestins interdits par les nazis pour collecter des fonds pour les réfugiés et aider les pilotes de bombardiers alliés en leur fournissant informations, guides de conversation et argent pour les aider à échapper à la capture. Bien qu'elle ait laissé entendre ses activités au cours de sa vie, leur ampleur complète n'a été vérifiée qu'après sa mort. De plus, un 202
Le film de 2020 a révélé la tristesse et la douleur cachée de Hepburn résultant du traumatisme du divorce de ses parents quand elle avait 6 ans. Dans une interview de 1992 diffusée en 2020, elle a parlé du départ de son père et de l'insécurité durable que cela lui a causé. Joan Crawford. Joan Crawford est décédée le 10 mai 1977 à l'âge de 73 ans d'une crise cardiaque dans son appartement de Manhattan. Sa mort a marqué la fin d'une ère pour le système des studios classiques de Hollywood, où elle avait été une figure de proue depuis qu'elle avait signé avec Metro-Goldwyn-Mayer en 1925. Née Lucille F. Wagner, Crawford a commencé sa carrière comme chorus girl dans des revues de Broadway avant d'accéder à la célébrité. Elle était renommée non seulement pour sa rivalité féroce avec Bette Davis et son indéniable attrait sexuel, mais aussi pour ses missions caritatives, qui incluaient 5 adoptions privées tout au long de sa vie. Un an après sa mort, des révélations choquantes sur la vie privée de Crawford ont émergé lorsque sa fille, Christina, a publié le mémoire Mommy Dearest. Les mémoires alléguaient que l'enfance de Christina avait été marquée par des sévices graves de la part de sa mère. Christina a raconté des passages à tabac brutaux, y compris un incident à l'âge de 13 ans où elle craignait d'être étouffée. Elle a également révélé que Crawford réveillait les enfants ivres pour nettoyer des dégâts qu'ils n'avaient pas faits, et qu'une fois, elle l'a affamé pendant des jours lorsqu'elle a refusé de manger. Ces récits éprouvants ont peint un portrait plus sombre de la star hollywoodienne adorée, poussant beaucoup à réévaluer leur perception de Joan Crawford. Heath Ledger. Heath Ledger a commencé sa carrière d'acteur à la télévision avant de déménager aux États-Unis pour poursuivre dans le cinéma. Son rôle décisif est venu dans la comédie pour adolescents. 10 bonnes raisons de te larguer, mais la performance qui l'a définie était son interprétation du Joker dans le film de 2008, The Dark Knight. Déterminé à créer une version unique et mémorable de ce méchant emblématique, Ledger a passé environ 6 semaines dans une chambre d'hôtel isolée. Pendant cette période intense, il écrivait méticuleusement dans un journal, étudiait le matériel source et expérimentait différentes voies pour habiter pleinement la psyché du personnage. Tragiquement, Heath Ledger est décédé le 22 janvier 2008 à l'âge de 28 ans d'une overdose accidentelle de médicaments prescrits. Sa mort prématurée a jeté une ombre sur la sortie de The Dark Knight, où son Joker a reçu des éloges unanimes et lui a valu un Oscar posthume du meilleur acteur dans un second role. Après sa mort, le père de Ledger a révélé le contenu du journal de Heath dans le documentaire de 2008 Too Young to Die. Le journal était rempli de croquis de personnages, d'inspiration et de réflexions personnelles, y compris des photographies de hyènes, des images tirées de Orange Mécanique, des dessins de maquillage de clown et des cartes Joker. Il comportait également des écrits du point de vue du Joker, mettant en avant un humour noir et des pensées complexes. La couverture portait les mots « The Joker » à côté d'une image évocatrice, et la dernière page avait un adieu touchant écrit à la main en grandes lettres, offrant un aperçu émouvant de l'esprit créatif et tourmenté de Ledger. George Michael. La relation de George Michael avec les médias et le monde extérieur était scandaleuse dans le meilleur des cas, mais le chanteur était une âme douce et bienveillante, ce qui n'a été révélé qu'après sa mort. Les dons de George Michael à Childline, Macmillan Cancer Support et Terence Higgins Trust ont tous été gardés secrets. La fondatrice de Childline a révélé que George avait fait don de toutes ses redevances de Jesus to a Child à l'organisation. Pour le Terence Higgins Trust, George a donné l'intégralité de ses redevances de son duo avec Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, Rock Hudson. La carrière de Rock Hudson a commencé dans les années 1950, et il est rapidement devenu célèbre pour ses rôles de premier plan dans des films comme Géant, pour lequel il a reçu une nomination aux Oscars. Tout au long de sa carrière, il était connu pour son image publique d'homme de premier plan par excellence. Mais en privé, Hudson a lutté avec les défis d'être un homme gay caché dans Hollywood. L'industrie du divertissement de l'époque n'acceptait pas les personnes LGBTQ+, et l'orientation sexuelle de Hudson était un secret bien gardé, géré soigneusement pour préserver son image publique. Ce n'est qu'au début des années 1980 que la lutte de Hudson contre le sida est devenue publique, mettant fin aux spéculations sur ce qui affligeait Hudson à l'air émacié lorsqu'il est apparu précédemment lors d'une conférence de presse aux côtés de Doris Day. Comme l'ont souligné les gens à l'époque, le sida était largement associé aux hommes gays, et Hudson est rapidement devenu la personne la plus célèbre atteinte de... Cependant, l'acteur n'a jamais révélé publiquement sa sexualité, malgré les allégations.
Avant sa mort, en octobre 1985, peu après son décès, l'autobiographie Rock Hudson, His Story, évoquait la sexualité de la star. Dans le livre, il appelait son ex-petite amie, Lee Garlington, son véritable amour. Des années plus tard, une conversation enregistrée entre Hudson et son ex-femme, Phyllis Gates, a fuité dans The Hollywood Reporter, dans laquelle Gates confrontait Hudson sur sa sexualité et ses aventures sexuelles des années 1950. Mary Tyler Moore. Mary Tyler Moore était admirée pour sa beauté époustouflante, son sourire radieux et son timing comique impeccable. Moore a commencé à se faire connaître grâce à son rôle de Laura Petrie dans le Dick Van Dyke Show, où elle a captivé le public par son charme et son talent comique. Ce rôle l'a établie en tant que star de la télévision, mais c'est son travail sur le Mary Tyler Moore Show qui a vraiment cimenté son héritage. La carrière de Moore ne s'est pas limitée à la télévision. Elle est également apparue dans des films tels que Des gens comme les autres, pour lequel elle a été nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle est restée une personnalité populaire tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort en 2017 à l'âge de 80 ans. Ce qu'elle a gardé secret tout au long des décennies de sa renommée, c'est qu'elle avait souffert d'une détérioration dramatique de sa vision dès les années 1980, un symptôme de diabète de type 1, et était presque aveugle pendant la seconde moitié de sa vie. Le mari de Mary Tyler Moore, le Dr Robert Levine, a confirmé à Page Six que l'actrice avait caché sa condition au public jusqu'à sa mort. Levine a ensuite fondé la Mary Tyler Moore Vision Initiative en sa mémoire. La Mary Tyler Moore Vision Initiative est une organisation à but non lucratif unique en son genre, qui unit le monde dans la lutte contre la perte de vision et la cécité liée au diabète. James Gandolfini. James Gandolfini, connu pour son interprétation de Tony Soprano, le chef mafieux complexe dans Les Sopranos, est décédé le 19 juin 2013, à l'âge de 51 ans. Sa mort subite d'une crise cardiaque alors qu'il était en vacances en Italie a marqué une fin tragique pour un acteur qui avait eu un impact sur l'industrie hollywoodienne. Gandolfini était un acteur très généreux qui a même payé les salaires de ses collègues de sa propre poche. Cela a été révélé par Steve Schirripa, qui jouait Bobby Baccalieri dans Les Sopranos, lors d'une apparition à la radio en 2013. Schirripa a dit « Aussi bon acteur qu'il ait été, c'était un meilleur type, un gars généreux. Il nous a donné 33 000 $ chacun, 16 personnes dans la saison 4. Il a appelé chacun des membres réguliers du casting et nous a donné un chèque. Il a dit « Merci de m'avoir soutenu. C'est comme offrir une voiture à 16 personnes. » Selon un nouveau livre sur HBO, James Gandolfini a donné 3 000 $ à chacun de ses costards après que son conflit de contrat avec HBO ait menacé d'interrompre la production de la série, ce qui aurait entraîné le chômage pour beaucoup de membres de la distribution et de l'équipe. Cela signifiait que l'acteur a partagé plus de 500 000 $ de son contrat de 13 millions de dollars avec ses coéquipiers. Jimmy Savile. Jimmy Savile était une figure éminente au Royaume-Uni, connu pour son image excentrique et son vaste travail caritatif. Il a animé des émissions populaires de la BBC comme Top of the Pops et Jim'll Fix It, et a commencé sa carrière comme disc jockey à Radio Luxembourg en 1958, avant de passer à la télévision de la BBC en 1960. De 1964 à 1988, Savile était un animateur régulier de Top of the Pops, co-présentant également sa dernière édition en 2006. Après sa mort, Savile est devenu le sujet de certaines des accusations les plus choquantes contre une célébrité. Plusieurs rapports ont fait surface l'accusant de conduite sexuelle inappropriée et agression. Selon une enquête de la BBC, jusqu'à 72 personnes ont été victimes de Savile pendant son mandat à la BBC, avec 63 victimes supplémentaires identifiées à l'hôpital Stoke Mandeville. À la fin de 2012, le nombre de victimes alléguées atteignait environ 450. La plupart des accusateurs de Savile étaient de jeunes enfants, bien que certains fussent âgés ou incapables. Avant sa mort, 2 enquêtes policières remontant à 1958 ont examiné des rapports sur Savile, mais n'ont pas trouvé suffisamment de preuves pour engager des poursuites. Malgré les rumeurs et les avertissements de son vivant, les allégations furent largement ignorées jusqu'à ce que des preuves accablantes émergent à titre posthume. Par conséquent, des distinctions telles que son béret vert honorifique et son doctorat en droit de l'université de Leeds furent révoquées pour effacer son héritage entaché. Laurence Olivier. Laurence Olivier était l'une des figures dominantes du monde du théâtre et du cinéma. Il est décédé le 11 juillet 1989, à l'âge de 82 ans. Pour
L'ancien attaché de presse de film, Michael Mann, a révélé dans la biographie d'Olivier qu'en tant qu'écolier, Olivier a été abusé par un prêtre enseignant. La mère d'Olivier est morte quand il était écolier, et son père s'est complètement désintéressé de lui dès sa naissance. Lorsque sa première professeure de théâtre l'a séduit, cela a provoqué une confusion dans l'esprit d'Olivier entre la joie qu'il ressentait en jouant et sa culpabilité face à la transgression sexuelle. Serait-ce le problème avec la peur de la scène d'Olivier? En 1971, Olivier a joué dans Long Day's Journey into Night de Eugene O'Neill au British National Theatre. Selon le metteur en scène de la pièce, Michael Blakemore, le vieillissant Olivier avait des difficultés à se souvenir de ses répliques, ce qui l'inquiétait lorsqu'ils entraient dans la répétition générale technique. Dans son autobiographie, Confessions of an Actor, Olivier a révélé qu'il utilisait un seau pour vomir en coulisses avant de nombreuses représentations, et avait ensuite besoin que son régisseur le pousse sur scène après s'être vidé. Carrie Fisher, surtout connue pour son rôle emblématique de princesse Leia dans la franchise Star Wars, est tragiquement décédée le 27 décembre 2016, à l'âge de 60 ans. Sa mort a révélé de nombreux aspects auparavant cachés de sa vie. Une biographie publiée à titre posthume a dévoilé ses relations avec les légendes de la musique David Bowie et Freddie Mercury. À seulement 17 ans, Fisher a été initiée aux drogues illicites par Bowie, qu'elle a rencontré par l'intermédiaire de Mick Jagger des Rolling Stones lors de soirées avec sa mère, Debbie Reynolds. Porter, un initié de longue date d'Hollywood et ami proche, a partagé des éléments d'interview avec Joan Hackett, révélant que Fisher avait admis « J'ai pris de la drogue avec lui. Je ne peux blâmer personne d'autre que moi-même pour ma future dépendance, mais il m'a certainement incité à boire l'eau. » Le 23 décembre, Fisher a subi un arrêt cardiaque à bord d'un vol de Londres à Los Angeles et est décédée peu après avoir été transportée à l'hôpital, laissant derrière elle un héritage de son talent remarquable et de ses luttes personnelles. Gene Wilder. Le décès de Gene Wilder en 2016 a apporté une immense tristesse à ses collègues et fans qui admiraient ses performances intemporelles depuis les années 1970. La carrière de Wilder a prospéré dans les années 1960 avec son rôle remarquable dans The Producers de Mel Brooks, lui valant une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle. Ce succès marqua le début d'un partenariat fructueux avec Brooks, menant à des films légendaires comme Le Shérif est en prison et Frankenstein Jr., où Wilder non seulement joua, mais coécrivit également le scénario. Sa dernière apparition à l'écran fut dans 2 épisodes de Will and Grace sur NBC, avant de prendre sa retraite en 2003. À sa mort à l'âge de 83 ans, la famille de Wilder a révélé qu'il vivait avec la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Dans un communiqué publié à travers US Weekly, ils ont expliqué que Wilder avait gardé sa maladie secrète pour protéger la joie de ses fans, en particulier les enfants. Il ne pouvait tout simplement pas supporter l'idée d'un sourire de moins dans le monde, précisait le communiqué, soulignant son engagement durable à apporter du bonheur aux autres.